Bonjour Myriam, merci d'être présente avec nous pour ce podcast. Vous êtes une écrivaine qui se distingue par sa liberté de composer avec les mots dans une époque encline au réalisme. Vous avez un genre polymorphe en réalisant des BD, des contes, des guides. Vos livres et vos contes apparaissent comme une bulle de jouvence. Outre vos capacités de conteuse, vous abordez les sujets universels de l'amitié, de la solitude, de la bonté, du chagrin, du vivant pour les vivants. Il y a dans vos livres de la magie, de l'humour et une volonté de promouvoir la gaieté et la curiosité. J'y décèle un travail sur la tonalité, la juxtaposition des émotions et des intentions, afin de captiver subtilement les lecteurs. Quel est votre lien avec ce lieu, le Préau 93 ? Alors, le Préau, où on est en ce moment, c'est un petit peu mon QG parce que c'est un endroit où j'ai l'habitude de venir écrire, souvent en journée. Moi, j'habite dans le même quartier, à Pantin. C'est un lieu où je vais avoir des rendez-vous, je viens avec des amis. Et c'est un lieu qui est assez particulier parce que c'est aussi un lieu culturel. Il y a des expositions qui changent assez souvent, ils organisent des concerts. Donc voilà, moi c'est un endroit où je me sens assez bien et où il y a, je trouve, une forme de créativité qui donne envie de mener à bien ses propres projets. Pourquoi ce choix d'écrire pour les enfants ? Alors, sur l'écriture pour les enfants, en réalité, c'est un choix qui s'est fait plutôt par la forme. C'est-à-dire que moi, j'ai pas forcément, dès le départ, voulu écrire pour ce public-là. C'est plus que j'écrivais des formes courtes. Et que donc par cette porte-là, je suis arrivée plutôt à l'écriture de contes et donc de contes pour enfants. Et il y a aussi quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est le travail avec les dessinateurs et les dessinatrices. Moi, j'adore travailler en binôme et penser un rapport texte-image. Et c'est vrai que la littérature jeunesse, ça donne en fait un peu cette opportunité-là. Donc c'est plus ça qui m'a attirée dans la littérature pour les enfants. Comment travaillez-vous avec les illustrateurs ? Alors je travaille de manière assez étroite avec la plupart de mes illustrateurs et illustratrices. J'ai la particularité de souvent écrire des textes pour une personne. Donc il faut savoir dans littérature jeunesse, il y a un peu deux écoles. Il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui envoient leurs textes à la maison d'édition et c'est ensuite l'éditeur qui va faire entre guillemets le mariage et proposer tel illustrateur ou telle illustratrice. Et moi, la majorité de mes livres, en fait, je les propose d'abord à des personnes dont j'aime l'univers graphique pour qu'on monte le dossier ensemble et qu'on aille ensuite toquer à la porte des maisons d'édition avec texte et quelques images. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et je trouve que c'est hyper intéressant de voir aussi, d'imaginer une histoire et de la voir à travers le regard de quelqu'un d'autre, que quelqu'un donne un visage à ses personnages, que quelqu'un crée un univers, donne vie à une forêt, à un univers graphique. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans ce travail. Quelle place accordez-vous à la fantaisie ? Il y a effectivement une grande part de fantaisie, d'imaginaire au sens large. Moi, je suis beaucoup plus sensible aux histoires de magie, de fantastique, etc., que à des récits ancrés dans le quotidien. Donc, je vais beaucoup plus raconter des histoires de sorcières, de loups qui parlent, de magiciens, que d'enfants qui vont à l'école et qui parlent dans la cour de récré. Je trouve que ça a un double avantage. Le premier, c'est que déjà moi j'aime ça et je pense qu'il y a un attrait en fait dès qu'on commence à raconter une histoire où il y a de la magie, de l'imaginaire, on donne envie en fait de savoir la suite. Et le deuxième attrait, c'est que dans l'écriture en particulier d'albums, on est dans une économie de mots. Il y a assez peu de place, donc il faut être assez efficace. Et le fait de faire des références aux contes, moi j'ai pas les mêmes références que mes lecteurs de 7 et 8 ans, mais celles-là on les partage. Donc quand je vais raconter une histoire ou à un moment un personnage de sorcière tend une pomme rouge à l'héroïne, je sais qu'ils vont se dire la pomme de Blanche-Neige, le fruit interdit, attention, il y a peut-être un danger. Et c'est vrai que ça permet en fait de jouer sur des symboles qui sont compréhensibles. Avec très peu de mots, je fais passer beaucoup d'émotions et de symbolique. Sans doute en lien avec votre seconde carrière, quel est votre rapport à la nature, à la faune, à la flore ?
La nature est assez présente dans beaucoup de mes histoires. Il y en a beaucoup qui ont lieu dans des forêts inhabitées, voilà, où on a même parfois certains personnages qui personnifient presque la nature. Voilà, des espèces d'animaux magiciens. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touchée depuis que je suis petite. Voilà, c'est quelque chose que mes parents m'ont beaucoup transmis. À la fois l'amour de la nature, la connaissance des animaux, etc. Et il se trouve que j'ai en plus une double casquette, puisque donc j'écris des histoires en littérature jeunesse depuis une dizaine d'années, mais j'ai aussi un autre métier à côté, où je travaille dans une institution publique qui s'appelle l'Agence française de développement. Et pendant plusieurs années, j'ai été experte climat. Donc j'ai vraiment été sur le fait d'aller dans les COP, de défendre un petit peu l'agenda climat international. Et là, depuis à peu près 3 ans maintenant, je suis responsable édito d'un média digital qui s'appelle Tilt, qui est présent sur Instagram, YouTube et un site internet, et dont le but c'est de sensibiliser les jeunes et le grand public aux enjeux de développement, donc la biodiversité, le climat, l'égalité femmes-hommes, etc. Donc voilà, tout ça c'est quelque chose vraiment qui fait partie de ma vie tous les jours, et forcément on écrit avec ce qu'on est, donc ça vient aussi dans mes histoires. Comment passez-vous d'un sujet à un autre, d'une forme littéraire à une autre ? Alors oui, j'ai pu explorer plusieurs formes littéraires. Donc j'ai écrit des contes, j'ai écrit une bande dessinée, un documentaire de vulgarisation sur le dérèglement climatique. Donc effectivement, c'est un petit peu des exercices différents. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est pas du tout la même façon d'écrire. La bande dessinée, c'était très très intéressant. J'ai trouvé ça assez dur au début parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est presque, c'est comme l'écriture cinématographique, c'est-à-dire que tout n'est que dialogue ou action. Il n'y a pas de long texte narratif qui va expliquer les états d'âme de l'héroïne. Il faut qu'on les comprenne avec ce qu'elle dit ou avec ce qu'elle fait. Et donc voilà, c'est des contraintes un peu différentes qui m'amènent à tester des nouvelles choses, à avoir différents styles d'écriture. Moi, j'aime beaucoup cette diversité. Je trouve que ça évite aussi de s'enfermer dans quelque chose qui serait trop automatique. Et puis, à chaque fois, c'est aussi des collaborations différentes, puisque j'en parlais tout à l'heure, mais encore plus avec une bande dessinée, le lien avec l'illustration est extrêmement fort. Là, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Donc, c'était des allers-retours en permanence sur chaque scène. Parfois, on peut écrire une scène et qui sonne très bien dans notre tête. Et en fait, mis en image, ça ne marche pas. C'est comme avec le jeu d'acteur. Parfois, il faut s'adapter aussi à l'autre. Donc, c'est vraiment, je trouve, très enrichissant d'explorer toutes ces formes différentes de collaboration et d'écriture. Quel est votre dernier coup de cœur artistique ? Alors, je l'ai pris en plus, pardon. Alors, mon dernier coup de cœur artistique, je l'ai ici. Donc, c'est Sauvagine de Gabriel Filtoshiba. C'est un livre qui nous plonge dans le Grand Nord. Et on va suivre en fait une garde forestière dans son quotidien. Et c'est un livre qui m'a énormément touchée. Parce que je trouve que l'autrice arrivait très bien à la fois à retranscrire la beauté de la nature, sa fragilité, puisqu'on est vraiment aussi sur des problématiques de braconnage, d'espèces qui disparaissent, etc. Et en même temps, tout un rapport de domination à la fois de l'homme sur la nature et de certains hommes sur cette femme qui vit seule au milieu des bois, qui essaye de protéger la nature comme elle peut, mais clairement c'est pas au goût de certains chasseurs, braconneurs, etc. Et donc ils vont essayer de l'intimider. Et je trouvais que voilà, c'était très bien écrit, très beau, très touchant, et en même temps ça racontait beaucoup de choses sur cette double domination. Moi ça m'a beaucoup parlé, donc je le recommande. En plus avec la chaleur de l'été, là c'est un petit peu de fraîcheur puisqu'on est au Canada, ça nous emmène dans d'autres paysages. Donc voilà, c'était mon dernier coup de cœur. Quelle est votre prochaine métamorphose littéraire ? Ma prochaine métamorphose littéraire, pour le coup, c'est une vraie métamorphose puisque je suis en ce moment en train de travailler sur mon premier manuscrit de roman pour adolescents.
Donc je suis en plein dedans. Ça sera une histoire avec des sorcières, des vampires, une enquête, un ton humoristique. C'est encore une nouvelle écriture complètement différente, puisque là on est sur du roman, c'est beaucoup plus long. On vit vraiment avec ces personnages pendant plus longtemps. Donc je suis très, très heureuse de me frotter à cet exercice. Et sinon, ma prochaine sortie à plus court terme, en octobre, c'est un conte qui s'appelle La sorcière aux yeux de lune et qui sera illustré par Julia Sarda, donc la même illustratrice que Le Talisman du loup, et coécrit là aussi avec Nicolas Digard. Donc voilà, ce sera la prochaine sortie en octobre. La sorcière aux yeux de lune. Loin, très loin au sud, se trouvait une île froide et isolée. Ses falaises abruptes étaient enveloppées d'un épais brouillard et de sombres vagues battaient ses rivages. Là, seule au-dessus de la mer, se dressait une maison en bois. Dans cette maison vivait une sorcière que l'on appelait la Chevêche. Elle a volé si haut, murmurait-on, qu'elle a capturé un éclat de lune dans chaque œil. À présent, ses yeux de chouette peuvent voir la vérité, même dans les âmes les plus secrètes. Les marins et les pêcheurs la craignaient et évitaient l'île. Ceux qui osaient s'approcher de ses côtes pour demander conseil à la sorcière repartaient souvent déçus ou en colère, car la vérité est rarement agréable à entendre.